Bonjour frères et sœurs, pourtant je suis le frère Agaga Brian. Je voudrais dans ce récit vous raconter mon histoire et mon vécu, comment j'ai fait pour rencontrer Christ et comment ma vie a changé, a basculé. Alors, avant, je menais une vie qui était pas du tout chrétienne. J'allais en soirée tout le temps, je faisais la fête et je fréquentais des amis qui n'étaient pas fréquentables. Alors, j'ai fait tout un tas de choses. On a volé, on a braqué, on a dealé. On s'est beaucoup battu. Je me suis beaucoup battu. J'ai eu beaucoup de bagarres, beaucoup de sang. Beaucoup de choses se sont passées aussi. J'aimerais dire que cet aspect de ma vie, c'est un aspect de ma vie qui a été très délicat. Parce qu'en fait, je ne savais pas ce que je faisais à ce moment-là, en ce temps-là. Je ne savais pas. Je pensais que tout ce que je faisais était bien. Parce que je ne dis pas qu'il n'y avait pas de conséquences, mais tout ce que je faisais, je me sentais bien en faisant ça, en allant, en prenant de la drogue, en se battant tout le temps. Vous voyez, on cherchait des problèmes, on cherchait des problèmes tout le temps. Je me sentais bien dans ça. Et à un moment de ma vie, quand j'ai quitté le lycée, je suis pleinement rentré dans le ghetto. J'ai commencé à rester là-bas presque tout le temps. J'y allais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le soir, je restais jusqu'à 1h du matin dans la rue. On vendait, on dealait. On avait souvent des armes sur nous, des armes à feu. Et au début, pour moi, enfin, dans ce moment-là, je me sentais tellement bien que je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais pas que ça s'arrête. Un jour, au travers d'une discussion avec ma mère, qui m'expliquait certaines choses de la vie, elle m'a fait comprendre que dans certains moments de ma vie, je vais arriver, je ne pourrai plus avoir mes amis que je pense être mes amis. Je disais à ma mère, maman, écoute, hein, ton temps et mon temps, c'est pas le même temps. Alors un jour, je me rends au ghetto, on est en train de parler, on boit, tout ça, en rentrant son système, et je me bagarre avec quelques gars. Je me bagarre avec quelques gars, je vois que mes amis que je pensais être avec moi n'étaient pas là. Donc, cette petite partie-là, à ce moment-là, avec, j'ai dû prendre du recul. Parce que ma mère m'avait dit quelque chose en amont, je me suis rappelé, et j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, bon, ces temps-ci, je vais un peu doser sur le ghetto, je ne vais plus aller comme d'habitude. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé, ce petit truc-là, comme ça, a commencé comme ça. Je me suis dit, bon, je ne vais plus aller dans le ghetto, je vais rester chez moi pendant quelques temps. Et j'ai commencé à rester chez moi, mais j'avais des lacunes. Les lacunes que j'avais, c'est que je me mettais en colère rapidement. Quand ma mère venait me parler, ma tête était toujours pleine. Voilà, tout le temps, c'était comme ça. Alors, on m'a demandé, il y a une cousine à moi un jour qui est venue me voir, elle m'a dit, tu sais, pour te canaliser, viens, on va faire du sport. On va aller faire du sport. Je dis, pourquoi pas? Donc, je me suis habillé en tenue de sport, je suis sorti de chez moi. Il était vers 14h comme ça, de l'après-midi, hors de Guyane. Et on arrive dans le sport, je cours, j'étais fatigué, je cours. Pour moi, limite, c'était chiant de faire du sport. Et au loin, j'ai vu un homme, j'ai vu un homme au loin, qui est en train de s'entraîner, qui faisait des sports de combat. Alors ma cousine m'a dit, hey, on va voir de plus près ce que cet homme pratique. Alors, on se rapproche de lui, et ma cousine entame la discussion avec lui, et lui entame la discussion avec moi, en retour. Il me dit, oui, t'as le gabarit pour, on peut s'entraîner, et voilà. Sans savoir que tout va commencer, ma vie va changer à partir de là. Sans savoir que ma vie va changer à partir de là. Alors, quand j'ai rencontré cet homme, je vais donner son nom, Jean-Yves, dans la vie Jean-Yves. Quand je l'ai connu, au début, je le trouvais, comment dire ça, pour moi, il n'était pas assez. Pour moi, c'était un prof de sport, mais qui n'était pas de la même vision que moi. Il n'avait pas la même vision que dans le ghetto ou de machin. Il m'a montré notre aspect de la vie au début. Avant de rentrer dans le Seigneur, il m'a montré notre aspect de la vie en premier. Et cet aspect-là, c'est ce qui m'a, je ne dis pas conquis, mais c'est ce qui m'a conquis un peu. En me disant, tu sais, t'as pas besoin de te battre
pour exprimer quelque chose. Tu n'as pas besoin de frapper quelqu'un ou de faire quelque chose pour montrer ou pour expliquer quelque chose. Tu vois, même si la personne n'est pas d'accord avec toi, tu as besoin d'aller aux mains, ou juste comme ça. Tu peux tout à fait te canaliser et essayer de te tempérer, contrôler ton émotion, tout ça. Et il m'a dit, bon, pour t'aider, on fera du sport tous les deux. Alors on a commencé tous les deux, on a commencé à venir, on a commencé à aller au plateau sportif du lycée de Balata. J'ai commencé à aller avec lui. Et un jour, pendant les jours qui ont suivi, un jour il m'a dit, un jour tu sais, tu devrais prier, tu vois, pour que je te donne la force, pour avoir plus de force demain pour revenir sans t'entraîner. Et je lui ai dit, ah bon? Il me dit, oui, oui, si tu pries, tu verras que Dieu va te donner de la force pour revenir. Et effectivement, ben, je ne savais pas prier. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, comment on prie? Je lui ai posé comment on prie. Et il m'a dit, c'est rien de difficile, hein. Tu dis à Dieu ce que tu aurais aimé, comme tu parles à un ami, tu lui dis ce que tu aurais aimé lui dire. Alors j'ai commencé à prier petit à petit. Et en priant, j'ai pas pris goût tout de suite, hein, mais en priant, je parle avec Jean, je disais, j'ai prié, mais je n'étais pas convaincu. Alors j'arrive en parlant, ça m'a un peu intrigué, il y a certaines choses qu'il me disait aussi, qui m'a intrigué. Il me disait, oui, la fin des temps, des choses comme ça, il me parlait de la fin des temps, des choses comme ça, et ça faisait peur. Ça faisait extrêmement peur. Je disais, mais comment je peux faire moi pour ne pas passer, pour ne pas y passer? Il m'a dit, c'est simple, d'accepter Jésus. C'est tout simplement ça, d'accepter Jésus. Au début, c'était pas facile comme ça. Au début, c'était difficile, grave compliqué. Je lui posais des questions tous les jours, je lui posais des questions. Je lui disais, comment je vais faire ça? Comment ça? Comment ceci? Comment cela? Et il prenait son temps. Et ça, j'aimerais mettre un point d'honneur sur ça, c'est qu'il prenait son temps à m'expliquer, à me montrer pourquoi, comment ça, pourquoi ça. On a commencé à lire la parole tous les deux. Et au fur et à mesure qu'on lit la parole, je vois que j'ai commencé à comprendre que l'aspect de la vie que j'ai connu, et celle de nouvelles portes qui s'ouvrent devant moi, j'ai vu qu'il y avait un choix à faire. Et le choix que j'ai fait, c'est que j'ai choisi ce chemin-là. Pas parce que il était plus facile, mais parce que pour moi, je sentais que vraiment, Dieu avait vraiment besoin de moi. Alors, je me suis baptisé, je suis rentré à l'église, je me suis baptisé. J'ai connu d'autres frères et sœurs. En me baptisant, je pensais que, en acceptant Jésus, c'est là que l'histoire commence réellement. En acceptant, le jour où je me suis baptisé, en acceptant Jésus, le jour où j'ai accepté Jésus, je n'avais pas de problème ce jour-là. J'aimerais mettre un point d'honneur. Je pense que c'est le dernier jour de ma vie où je n'ai pas eu de problème. Il n'y avait pas de problème ce temps-là. Tout marchait, nickel, tout allait bien. Le jour où j'ai vraiment accepté Jésus dans mon cœur, je me dit, ok, je veux vraiment, je me suis baptisé. J'ai remarqué qu'il fallait changer. Un jour, je passe dans le ghetto, j'ai vu que je pensais que j'avais changé, parce que quand j'ai accepté Jésus, je pensais que il fallait juste accepter. Je suis allé dans le ghetto, et je vois un ami à moi, et je lui dis, hey, écoutez, moi je rentre à l'église, tout ça. Il me dit, quel là tu me dis là toi-même? Quel mettre l'église ça, tu me dis ça? Je lui dis, non, mais j'ai accepté Jésus, tu vois, toi aussi tu devrais faire pareil, c'est mieux, tu vois, comme ça on n'est pas dans le ghetto, on se bat pas, tout ça. Il m'a dit, non, il n'est pas dans ces conneries-là lui-même. Il n'est pas dans ces conneries-là. Tellement il m'a dit ça, il s'est énervé, il a voulu se battre contre moi. Il a voulu se battre contre moi en disant que je lui racontais des conneries, et que maintenant, que je ne suis plus l'homme qu'il a connu. Parce que j'avais d'autres paroles que celles qu'on avait avant. En faisant ce cheminement-là, avec Jean-Yves toujours, il me montrait des choses, les frères d'église, il me montrait comment prier surtout, comment prier et comment dire ça? Prier et comment moi-même je pouvais avoir un accès, un pont grâce à Jésus, à Dieu. Quand j'ai commencé comme ça, j'ai vu que j'ai commencé à avoir des péripéties. Des péripéties qui commencent à arriver tôt. J'ai commencé à avoir des problèmes avec des gens que je ne pensais pas avoir des problèmes. Pas en voulant faire quelque chose, mais tout simplement en voulant faire le bien avec eux, ou en les expliquant quelque chose, ils n'étaient jamais d'accord avec moi. Tout le temps, ils avaient des problèmes avec moi. Est-ce que je raconte des conneries, que je raconte des bêtises, tout le temps, ils avaient des problèmes avec moi. Tout le temps. En prenant le chemin de Dieu, j'ai vu aussi que ma vie a pris un autre aspect.
Parce que avant je voulais pas travailler. Faut dire cet aspect-là, je voulais pas travailler du tout pas. Je voulais pas travailler. Je voulais pas, je voulais pas travailler, je voulais pas aller une formation, rien du tout. Quand j'ai connu Dieu, j'ai connu Joyeux, j'ai vu qu'il fallait, pas parce que je voulais travailler, mais j'ai vu qu'il était mieux pour moi que je trouve un travail et que je commence à travailler. Alors j'ai trouvé un travail, Dieu m'a permis de trouver un travail, j'ai trouvé un travail, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à mon appartement, j'ai commencé à vivre tout seul. Et j'ai vu que, bon, en travaillant un an pour cette société, j'ai vu qu'il était mieux pour moi que je devienne indépendant. Et j'ai commencé à devenir indépendant, pour travailler pour moi dans le domaine de paysagiste, de l'espace vert. J'ai commencé et je disais toujours que je croyais en Dieu. Je disais toujours que je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais quand j'ai commencé dans mon travail d'espace vert, ça a bien commencé, ça a démarré nickel. Tout allait bien. Tout était extrêmement bien. Le matin, je me réveillais, j'allais voir mes clients. Ça a commencé comme ça, boum, ça a fait un boum. Je veux dire ça comme ça. C'était extrêmement rentable. Au début, ça pétait sec. Le premier vol que j'ai reçu, le premier vol que j'ai reçu, ça m'a cassé. J'avais des économies, j'ai pu reprendre. Je suis venu voir Johnny ce jour-là pour expliquer à Johnny, parce que bon, on m'a compris une fois. J'ai prié le Seigneur, j'étais un peu découragé. J'étais pas découragé, mais j'étais un peu affaibli à un côté parce que moi j'avais mal au cœur qu'on m'a volé mon matériel. J'ai quand même investi, bon, j'avais quand même investi un peu d'argent dedans. Alors j'ai commencé à recommencer à travailler et j'ai investi de l'argent encore pour acheter encore du matériel. Et quand j'ai acheté le matériel, encore une fois, on a travaillé 6 mois, si je me rappelle bien 6 mois, et on est revenu nous comprendre. Alors j'ai pu acheter le matériel, pas comme de le deuxième moment ou de le premier moment, mais j'ai acheté le minimum qu'il fallait pour commencer à reprendre le travail. Alors je suis arrivé, j'ai essayé, je suis revenu voir Johnny encore une fois, une deuxième fois. Et ils sont revenus encore une fois. Après un an, ils sont revenus, ils m'ont voulu encore le matériel. Ça fait 3 fois. J'ai tenté j'ai tenté, j'étais vraiment mis à rude épreuve à ce moment-là. J'ai voulu abandonner, j'ai voulu mettre tout de côté, à plusieurs reprises, surtout que la 4e fois qu'on m'a cambriolé, ça m'a achevé. Ça m'a achevé, mais j'ai tenu bon en priant, en chantant, en me mettant en priant le Seigneur. Parce que si je faisais pas ça, et je savais, c'est ce que je dois dire aussi, c'est que je savais qu'il avait volé le matériel. Je savais aussi qu'il avait volé le matériel. Mais parce que j'ai accepté Jésus, que je n'ai rien fait, je ne suis pas allé le battre ou le blesser ou lui faire des choses. Moi, quand on est venu me voler mon matériel la 4e fois, j'étais en bas. J'étais à terre, fini. J'ai appelé un ami à moi, j'ai cherché des contrats, j'ai cherché des choses, je n'arrivais pas à trouver. Il fallait que je paye mon loyer, il fallait que je paye le prêt de ma voiture, il fallait que je paye un certain nombre de choses. Alors j'ai fait appel à quelques amis à moi qui travaillaient dans le domaine forestier, qui ont proposé un travail à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc je suis parti à Saint-Laurent, j'ai déjà abonné ma vie à Cayenne pour aller travailler à Saint-Laurent-du-Maroni pour tenter de me refaire. En partant travailler à Saint-Laurent-du-Maroni, tout travail a bien commencé. J'ai rencontré un Canadien, qui est directeur de la société JAM CMI Canada, qui, elle, est spécialisée dans le domaine forestier, de l'exploitation forestière. Alors, en travaillant pour eux, j'ai commencé par la prospection, et à la prospection, j'ai passé à la prospection de directeur d'exploitation forestière. On commençait au travail avec extrêmement bien commencé. Je suis parti avec une idée en tête de me refaire et de faire déranger le maximum d'argent possible et pour revenir sur Cayenne. Alors en allant dans ça, en tant que chrétien, parce que quand on est chrétien, il y a certaines choses qu'on ne fait pas, on ne dit pas non plus. Alors en allant dans la forêt, j'ai rencontré un certain nombre de personnes. Je ne pense pas que j'étais destiné à les rencontrer, mais que par rapport à que je suis un homme de Dieu, je veux être bien avec tout le monde, alors j'ai accepté ces personnes-là. Dans un contexte que j'étais. Il y avait 2 entreprises qui travaillaient avec nous. Il y avait 2 entreprises, il y avait une qui était spéciale dans la scierie, et il y avait une qui, eux, coupait le bois et pour amener à la scierie. Ils faisaient une sorte d'équipe. Et moi, j'étais seul en tant qu'exploitant forestier.
qui étaient légales, parce qu'ils n'étaient pas légaux. Alors en arrivant, au début, j'avais pas mes marques. Au début, quand je suis arrivé, on va dire comme un novice. Parce que je connais le travail, mais j'avais jamais fait vraiment de l'exploitation forestière. Mais je connaissais ce qu'il fallait faire. J'ai acheminé le matériel, le petit et le gros matériel. Arrivé en forêt, j'ai fait des routes, j'ai fait construire un chemin pour pouvoir faire passer les bouleaux de bois. Quand j'ai commencé, j'avais un rendement, parce on a un rendement qui était normalement entre de 15 et 10 arbres par jour. C'était ça le rendement normalement. On devait pouvoir remplir un camion pour Cayenne, Ceylan. Et quand j'ai commencé à prendre mes marques, au bout de 1 mois, 2, 3, 4 mois, j'ai commencé à augmenter le rendement. Le rendement qui était de 15 à 10, je l'ai augmenté à 20, 25. Et en augmentant le rendement, il y avait plus de camions qui venaient. Donc dans une journée, il y avait 2 ou 3 camions qui venaient. Et quand ces camions venaient, eh ben, les autres personnes qui travaillaient le bois à côté de moi à la scierie, eh ben, j'ai commencé à entendre des échos. Parce que moi, je ne me mélangeais pas trop avec eux. Quand ils me demandaient s'ils avaient besoin d'huile, ils avaient besoin de chêne, eh ben, ils venaient me voir et je les donnais gratuitement. Je les donnais gratuitement, sans demande et rien en retour. Alors ces personnes-là, ils ont commencé à parler que je coupe tout le bois et que je ne laisse rien, que je travaille trop, que j'ai commencé le rendement, c'est pas comme ça qu'on avait... Enfin, c'est pas comme ça que eux, ils travaillent, que mon rendement est beaucoup trop haut. Alors je les ai expliqué qu'on n'a pas les mêmes contrats. Que eux, ils ont une partie de la forêt et moi, j'ai une partie. Et ils m'ont dit que... Enfin, ils m'ont pas dit directement, mais ma mère, un oncle à ma mère, enfin le frère de ma mère a appelé ma mère pour dire à ma mère de me dire de faire attention. Parce que les gens qui étaient là avant moi pensent que je suis venu voler leur chantier. Je suis venu prendre leur travail. Alors le Canadien, il est venu me voir, il m'a dit, écoute Brian, tu sais, tu as fait du bon boulot, j'aimerais que tu continues. Alors il m'a donné une carte, les coordonnées GPS. Et il m'a dit, parce que je devais revenir sur Cayenne, il m'a donné les coordonnées GPS et les cartes, il m'a dit, écoute Brian, je sais que tu dois repartir sur Cayenne. Mais j'ai vu que tu continues, parce que tu as fait du très bon boulot, j'ai vu que tu continues, que tu travailles quelques temps encore. Alors, j'étais pas chaud. Je ne vais pas cacher, j'étais pas chaud pour continuer, parce que je voulais vraiment retourner dans son Cayenne. C'était normalement 6 mois et revenir chez moi. Et quand il m'a proposé, j'ai fait la prospection, je me suis dit, bon, mais écoute, là, il y a encore 1 an et 5 mois de travail. Je dit, bon, j'ai fait le calcul, ça allait me rapporter tant. Donc je me suis dit, bon, ok, je vais faire ça. Sans savoir que ça allait me ramener des problèmes. Parce que la parcelle qui m'a donné, à exploiter, il l'a retiré sur la main des autres gars qui travaillaient déjà, là, par là. Alors en travaillant, on continue à travailler, je travaillais 6 mois, 9 mois. Au bout du 9e mois, un jour, je me lève à 7 h du matin, en retard, parce que j'étais fatigué. La veille, on avait travaillé sous la pluie. Alors, je suis rentré à la maison, je me suis endormi. On me réveille le matin, je me suis réveillé en retard. Alors, je me suis réveillé en précipitation. J'ai dit à mon oncle qui était là avec moi ce jour-là que je voudrais de l'essence pour amener en forêt. Je voudrais 100 litres encore d'essence pour amener en forêt. Parce qu'on travaille avec des machines et il faut les alimenter en essence, en gasoil. Alors, j'ai demandé à mon oncle. Je voulais aller sur Saint-Laurent pour aller faire de l'essence, mais il y avait une grève. Une grève qui avait bloqué les pompes à essence et tout ça. Alors j'ai fait demi-tour, je suis revenu sur la route de Mana. Et j'ai dit à mon oncle, où on achète de l'essence sur la route de Mana? Il m'a dit, attends, je viens avec toi. Et en même temps, dans ce laps de temps-là, il m'a dit qu'il ne peut pas venir avec moi tout de suite, qu'il va dire régler quelque chose avant, et après il va venir. Je lui ai dit que je n'ai pas le temps. Parce que moi, j'ai mes gars qui sont là-bas, ils m'attendent. Et mon travail, je ne peux pas me permettre de perdre un jour de chantier. Donc je lui ai dit que tu vas me dire où est l'endroit, et je vais rouler avec la voiture, et je vais chercher où est l'endroit. Il m'a dit, ok, pas de souci, ça marche. Donc j'ai pris mon téléphone. Avec lui au téléphone, il est parti de son côté, je suis parti de mon côté. Et en partant, en roulant, je suis arrivé, j'ai regardé. Mauvais souvenir, je regardais, je roulais sur la route tranquillement pour aller, je passe un pont, je vois des gars avec des armes sur le pont, ils sont visiblement en train de chercher quelqu'un ou quelque chose. Alors quand je commence à voir ces personnes-là, je passe le pont, je commence à tourner, je fais mes affaires comme d'habitude. Hein. Alors je cherche, je dis, il est où l'endroit? Il me dit, écoute, tu vas avoir un panneau, telle couleur. Je roule, je vois pas de panneau.
Alors je lui ai dit, écoute, pour ne pas me perdre, je vais me mettre sur le côté et je vais t'attendre. Et il m'a dit, ok, pas de problème, j'arrive pour moi 10 minutes. Alors, dans 10 minutes que j'attends, je suis là, je suis sur mon téléphone, je suis en train de regarder TikTok, tout ça. Et je vois une voiture, une Toyota blanche arriver, qui me barre la route. Il y a 4 individus qui descendent du véhicule. Alors, 3 en premier. Il y a un qui descend du côté passager, qui m'attrape par le pied, qui ouvre la porte de la voiture, qui commence à regarder le véhicule. Et il me dit de descendre. Alors, quand il ouvre la porte, il m'attrape par le col, il sort du véhicule et il commence à me taper. Il ne m'a pas dit ce que j'ai fait, il commence à me taper. Alors je lui dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Je lui dis, comme que je t'ai fait, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors quand il me tape, je l'ai tenu à mon tour. Il y a un gars qui est descendu du côté conducteur avec un fusil, une carabine, et qui m'a mis en joue. Et qui m'a dit, qu'est-ce que je compte faire? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais mourir? Je lui dis non. Je l'ai lâché. Et ils m'ont dit que qu'est-ce que je viens faire ici? D'où je sors? Ils m'ont jamais vu ici, d'où je sors? C'est la question qu'ils me posent. Je leur dis, mais les gars, moi je travaille là-bas, les gars, vous n'avez pas vu que j'ai ma chemise, vous n'avez pas que j'ai tous mes documents, je travaille, les gars, je ne suis pas là pour machin. Les gars sont arrivés, ils sont venus. Ils m'ont dit, monte dans la voiture. Que je dois monter dans un véhicule, je dis non. Le gars m'a mis en joue avec le fusil, il m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas mourir, gars? Je suis monté dans la voiture parce que je voyais dans ses yeux qu'il n'allait pas, je voyais dans ses yeux qu'il n'allait pas, que j'étais sûr de prendre une balle. Alors je regarde, je monte dans la voiture, j'arrive, ils me conduisent au niveau d'un pont, j'arrive au niveau d'un pont, et je parle dans la voiture avec eux, je dis, les gars, je ne vous ai rien fait, les gars, qu'est-ce que vous me reprochez, les gars? Ils me disent rien du tout. Arrivé à la voiture, je descends de la voiture, je vois une quinzaine, une vingtaine de personnes qui aboulent sur moi et commencent à me taper. Ils ne m'ont pas dit encore ce que j'ai fait. Ils me tapent avec du bois, des barres de fer, ils me shootent, ils me font la totale. À un moment, il y a des hommes qui disent ah non, arrêtez de taper, amenez-le par ici. Alors, ils me mettent dans un corps d'une voiture assis, et on me dit oui, où sont les autres gars? Je dis quel autre gars? Les gars avec qui je savais, ils sont en forêt. Alors, je sors mon téléphone, je les montre, les photos. Il y a un gars qui me prend mon téléphone. Il prend mon téléphone dans ma main. Et il y a des gars qui me disent, t'as pas compris ce que je dis. Où sont les autres gars qui sont venus avec toi? Je dis, quels gars qui sont venus avec moi? Ils sont dans le corps du véhicule. Ils ont regardé, ils ont vu personne, rien du tout. Ils sont venus, ils m'ont dit, écoute, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Il y a des gars qui est venu me voir, il m'a dit, je vais te dire quelque chose. Tu es venu voler avec des gars. J'ai rigolé, ils m'ont dit, ah, tu rigoles? J'ai dit, mais voler quoi? Est-ce que vous avez trouvé des choses sur moi? Qu'est-ce que j'ai volé? Un homme, un homme, par la parole d'un homme seulement, et la parole d'un homme seulement, a bouleversé ma vie. Un homme avec lequel je travaille dans l'exploitation forestière a dit au gars, parce que quand ils m'ont demandé où est quel gars, je dis quel gars vous parlez? Et ils ont amené un homme vers moi. Et l'homme qu'ils ont amené vers moi, c'est l'homme avec qui je travaille. Et vous savez ce qu'il a dit aux gens? Que c'est moi. Il a dit que c'est moi. Que j'habite pas ici et que je sors de Cayenne pour venir ici. C'est ce qu'il a dit. Alors les gars ont commencé à me poser des questions. Ils ont commencé à me tabasser. Même quand ils n'avaient pas de preuves ou de machin contre moi, ils ont continué à me tabasser, à me tabasser, à me tabasser, à me tabasser, à me tabasser. J'ai dit, les gars, si vous avez quelque chose, je vous demande pardon, les gars. Ouais, je vous demande pardon, j'ai pas de problème avec les gars. À un moment, il y a un des gars qui arrive et qui dit quelque chose, en surinamien, ils disent taki. Les gars, vous êtes sûrs que c'est lui, les gars? Est-ce que vous êtes sûrs que c'est lui, les gars? Parce que je viens d'avoir un appel. On m'a dit que les gars travaillent en forêt. Et tout le monde a mis une cagoule. Tout le monde a couru, ils ont commencé à mettre des cagoules. Il y a des gars qui est venu, il m'a dit, oh, tu habites où? Je dis que j'habite sur la route chez ma grand-mère, sur la route de Mana. Il y en a qui m'a mis un coup de crosse dans la tête. Il y a d'autres, ceux qui parlent avec moi au début sont partis. Ceux qui voulaient me tabasser, parce que c'est ça ce que je voulais, je voulais expliquer dans ça, c'est que on voulait tout faire pour que je ne revienne pas. On voulait tout faire pour que je parte. Ceux qui sont restés là à me tabasser, c'est des gens qui ont eu l'ordre de faire ça. Ils ont eu l'ordre de faire en sorte que quand je fais sortir de là, de ne plus revenir à Saint-Laurent.
Vous ne pouvez revenir sur la route de Kawane ou de Mana. Et ils m'ont tabassé, ils me disaient, tu m'as taki, aujourd'hui tu verras. Quand tu vas sortir d'ici, tu ne vas plus jamais venir ici. Je disais toujours oui, je ne vais plus jamais revenir. Je disais toujours, je ne vais plus jamais revenir. Ils me tabassaient. Jusqu'à l'arrivée des gendarmes. Quand les gendarmes ont intervenu, sont arrivés. Les gendarmes m'ont mis au sol, à la tête en sang, m'ont mis les menottes, dans des véhicules. J'ai tenté de parler aux gendarmes. Ils m'ont dit qu'ils ne parlent pas avec les voleurs. J'ai dit ok. Il m'a amené au CHU de Saint-Laurent-du-Maroni, où j'ai dû rencontrer un médecin qui m'a ausculté, qui a regardé un peu. Il m'a dit que je n'ai rien, j'ai juste un bras au-dessus du bras parce qu'on m'a tapé avec une barre de fer. Je devrais consulter un médecin et tout ça. Alors j'arrive à la brigade de Mana, qui se compose de 15, de 10 gendarmes, 10 ou 14 gendarmes, comme ça. C'était pas beaucoup. Hein. J'arrive à la brigade de Mana, ils me posent des questions, ils me disent qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les gars me tabassent et tout ça, et j'explique ma situation. Je donne des documents, je donne des preuves, je montre que j'avais un contrat, que voilà. Je montre mon compte pour expliquer que voilà, de ce qui me reprochent. En gendarmerie, au début, quand ils me parlaient, je voyais qu'ils étaient réticents à me parler parce qu'ils pensaient vraiment que j'étais un voleur. Ils sont discutant avec leur montre leurs preuves, ils m'ont retiré les menottes. Ils ont commencé à me dire, non, monsieur, regarde, vous savez, à Kawane, les choses se passent comme ça. 50% des gens qui vous ont tabassé, c'est pas des gens, ils ne savent même pas pourquoi ils vous ont tabassé, ils vous ont juste tabassé parce que le groupe, ils ont suivi le groupe, tu vois. Alors j'ai dit, je demande réparation, j'ai quand même pris des coups pour rien. La gendarmerie, le commandant de la gendarmerie, parce que je parlais avec un OPJ, et en parlant avec un OPJ, le directeur de la gendarmerie est venu nous voir, il m'a dit que celle qui a perdu, qui a été volée, ils ont vraiment volé chez elle, a dit que celui qu'ils ont tabassé sur la vidéo n'a rien à voir dans l'histoire. Qu'on peut me relâcher. Et là, la gendarmerie me dit que vous n'allez pas aller au garde à vue parce qu'on sait que c'est pas vous. J'explique à gendarme que moi je ne partirai pas, que je vous demande réparation. J'étais tabassé. Ils m'ont dit, ils vont me donner un document. Ils m'ont donné effectivement un document de ce qu'on a parlé, de ce qu'on a dit, de ce que j'ai pu raconter et ce que la dame les a dit. J'ai expliqué aux gendarmes que les gendarmes m'ont dit tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre des photos et ils vont envoyer ça au parquet. Je suis pas. Ma famille est arrivée à la gendarmerie. Et quand ils sont arrivés, ma famille est arrivée à la gendarmerie, ils sont venus de manière sulfureuse. Ils ont commencé à exiger de me voir, ils ont commencé à exiger qu'ils me relâchent et tout ça. La gendarme, dépassé par ça, parce qu'ils étaient vraiment dépassés par ça, ils ont commencé à s'équiper, à mettre du matériel pour pouvoir aller à la confrontation, parce que même ma famille voulait vraiment aller à la confrontation avec la gendarmerie. Alors ils m'ont demandé gentiment, le commandant de brigade m'a demandé gentiment d'aller parler à ma famille et de les apaiser, de leur dire qu'eux, ils ne sont pas assez là. Parce qu'ils sont 15, 14, 12 de personnes, ils ne peuvent pas, machin. Alors, surtout que l'autre bataillon de Saint-Laurent était débordé face au problème de Kawane. Alors, ils m'ont demandé de demander à ma famille de ne pas, pour ne pas avoir de problème, de ne pas se calmer. Alors, je les ai calmés, j'ai tenté de les calmer. J'ai tenté de les calmer en leur disant que voilà, que c'était pas moi. Et le gendarmerie aussi a dit que c'était pas moi, que j'avais rien fait. La vidéo qui a circulé sur tous les réseaux sociaux en montrant mon visage pour me faire tabasser, me faisant passer pour un voleur. Alors que c'était même pas ça. La réalité dans tout ça, c'est que je suis resté 3 jours chez moi. Mais les 3 heures que je parlais, 3 heures de convalescence que je suis resté chez moi, il faut savoir qu'il y a une chose que les gens ne savent pas et que je ne dis pas non plus, que je n'ai pas dit non plus, c'est que j'ai un contrat avec la société qui m'a engagé pour faire l'exploitation forestière. Donc le contrat devait continuer. Peu importe ce qui se passe, je devais continuer mon contrat dans la forêt. Je voulais rentrer chez moi, mais ma mère m'a dit de quitter le travail, de venir. Je dis à ma mère, je ne pouvais pas. Toutes les personnes m'ont dit, parce que tu es pensé faire un Saint-Laurent, tu vois. Ils m'ont demandé, laisse le travail, tu ne peux pas. Les gens t'ont déjà tabassé, laisse. Je dis, je ne peux pas. J'ai signé un contrat, il faut que je la signe jusqu'au bout. Parce que sinon, il y a des répercussions que je ne pourrais supporter. Alors, j'ai continué à travailler, j'ai fait les 6 mois restants, non, j'ai fait les 7 mois restants. J'ai travaillé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et dans tout ça, dans tout ce qui s'est passé là, je dis qu'il y a
Dans ce témoignage-là, je vous dis que il y a une seule chose que je garde en esprit. C'est que à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose de mal, j'ai prié le Seigneur, je vois que Dieu m'a apaisé. À chaque moment, il m'a apaisé. Il a été là avec moi, il ne m'a jamais abandonné. Jamais. Chaque jour, j'ai eu des problèmes, des péripéties, tu ne m'as jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé tout seul, jamais. Il a toujours été là. Même quand les gens parlaient mal de moi, il a toujours été là. Il m'a toujours protégé. Même quand les gens ont fait tiens-bois, ont fait des choses pour pouvoir écourter ma vie, Dieu m'a protégé. Il a veillé sur moi. Chaque jour. Frère et soeur, j'aimerais vous dire ici que si vous allez à l'église et vous dites seulement que vous êtes chrétien, pour dire que vous êtes chrétien, ça ne sert à rien. Je pense que être chrétien, ça se vit. Ça se vit. Ça demande aussi beaucoup de foi. La foi, parce que des fois, tu arrives au pied du mur, tu ne sais pas quoi faire. Et puis, tu as une solution qui sort de nulle part, qui arrive. Une solution beaucoup trop facile. Et c'est à toi de te réfléchir si tu veux cette solution ou pas. Et si jamais tu dis que tu ne veux pas cette solution, il faut attendre le temps de Dieu, que lui il te donne, te dise, ah ok, bon là, c'est mon temps, vas-y. Je te donne le feu vert, vas-y. J'aimerais aussi dire que j'ai eu ici le président qui prend la vidéo. J'aimerais aussi le remercier parce que tout ça là, je le remercie pas parce que j'ai pris des coups, mais je remercie que tout ça est arrivé. Parce que ma foi en Jésus-Christ a explosé, est devenue plus grande. Et surtout, je ne crois pas. Et surtout, je vois que même face à la mort, parce que quand on me tabassait, au moment où je pensais que j'allais mourir, eh ben, je ne dis pas que j'ai fait mes prières, mais j'ai fait mes prières, en quelque sorte. J'ai fait mes prières en quelque sorte. Et en faisant mes prières, j'avais accepté de partir. Vous voyez, j'avais accepté de partir. J'ai vu que Dieu n'a pas laissé ça, n'a pas laissé faire ça. J'aimerais aussi vous remercier de regarder cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous motiver, va vous mettre dans l'esprit de Dieu, avoir du courage, de passer des péripéties, de surtout garder la foi, toujours rester concentré, pas sur son travail, parce que on va dire il y a travail et Seigneur, mais on va se rester concentré sur son travail, mais aussi plus dans le Seigneur.